Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette quatrième rencontre sur l'expérience utilisateur. Donc, le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de parler d'acceptabilité. On a déjà un petit peu abordé ce sujet par-ci par-là dans les rencontres précédentes, parce qu'il est un petit peu en toile de fond. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un vrai focus sur cette problématique qui est loin d'être secondaire quand on parle d'innovation. Donc, il s'agisse d'innovation incrémentale ou encore plus d'innovation de rupture. Désolée, je me présente pour ceux qui viendraient pour la première fois à ce webinaire. Donc, je m'appelle Teresa Colombi, je suis psychologue cogniticienne de formation avec un doctorat de recherche en eye tracking, donc un pistage des mouvements des yeux. Depuis une vingtaine d'années, je continue à faire de la recherche, notamment sur des problématiques un peu challengeantes, comme les nouvelles modalités d'interaction machine, comme la mesure en temps réel de la charge mentale, etc., et de l'enseignement dans le milieu universitaire comme dans le milieu privé. Depuis une bonne quinzaine d'années, je dirige une société qui s'appelle Ludotique, qui est spécialisée en design centré utilisateur et UX et facteur humain, enfin bref, toutes ces problématiques de mettre l'homme au centre des projets. Donc, on a une petite structure d'une petite vingtaine de personnes, mais au fil de nos 15 ans d'existence, on a mené à bien plus de 600 projets. Et ce que je vais vous raconter découle de notre pratique professionnelle. Donc, il y aura de la théorie, bien évidemment, parce que comme à chaque fois, j'aime bien mettre des fondements théoriques et des références théoriques dans mes webinaires, mais je vous montrerai des choses pratiques en termes de mise en œuvre de l'amélioration de l'acceptabilité. Donc voilà ce que fait un UX designer. Il va sur le terrain, il anime des ateliers, il fait des audits, des tests, des formations, etc. Donc, comme je viens de le dire, tout ce que je vais vous raconter est un petit peu inspiré de nos projets réels. Donc, comme d'habitude, on va commencer par une overview théorique. Et vous allez voir, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur l'acceptabilité, mais vraiment beaucoup de littérature dès qu'on plonge du côté de tout ce qu'on appelle facteur humain ou ergonomie, et beaucoup moins dès qu'on va chercher des mots-clés comme acceptabilité et UX. Essayez sur Google, vous trouverez pas forcément grand-chose de très spécifique sur ce thème-là. Mais allons-y dans l'ordre. Donc, si on cherche justement utilisabilité ou ergonomie et acceptabilité, on trouve ce genre de schéma. Bon, il existe plusieurs petites variantes, mais grosso modo, il ressemble à ça. C'est un schéma d'un bouquin classique de Nielsen. Oui, le père Nielsen, qui est très connu dans le domaine de l'UX aussi, et qui, pendant des années, il a commencé dans les années 90, il a écrit des ouvrages plus costauds et plus fondamentaux avant de s'ouvrir un petit peu aux pratiques professionnelles un peu plus grand public. Il a fait ce schéma donc, dans les années 90 qui est encore aujourd'hui une référence, un schéma qui montre en gros, enfin moi s'il faut retenir une chose de ce schéma, pour moi il montre en gros que l'acceptabilité vient en amont et est positionnée en amont de l'utilisabilité. C'est-à-dire s'intéresser à la facilité d'apprentissage d'un produit ou d'un service, s'intéresser à son efficience, s'intéresser à la satisfaction n'a aucun sens si on ne s'assure pas en amont que ce projet, ce produit, ce service est acceptable d'un point de vue social et d'un point de vue pratique. Ça me paraît un message assez important à retenir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire acceptabilité, par exemple, sociale ? Eh bien, donc, l'acceptabilité est un facteur préalable à l'ergonomie. Donc, acceptabilité sociale, j'ai un petit exemple que j'avais appris à la fac, donc il y a plus de 20 ans quand j'étais encore en Italie, qui m'avait marqué déjà à l'époque. Déjà parce qu'il n'a rien à voir avec le digital, et j'aime bien les exemples qui s'appliquent au digital mais qui ne viennent pas du digital, et puis parce qu'il est très simple à comprendre. Le professeur à l'époque nous avait dit, vous voyez les pâtes à gâteau qu'il y a au supermarché, les sachets tout mous qui commencent à apparaître dans les supermarchés pour faire des gâteaux. Je vous ai mis une photo récente. Au jour d'aujourd'hui, ça cartonne, parce qu'en période de confinement, tout le monde a envie de faire des gâteaux. Et comme on ne trouve pas les œufs, en tout cas dans les supermarchés que je fréquente, il y a énormément de ces sachets un peu mous de pâtes liquides qui apparaissent. Donc, il nous expliquait que la technologie pour faire ça existait bien avant, et existait depuis les années 70. Pourtant, dans les années 70, on ne trouvait que la version un produit sec, uniquement farine, levure, etc., à laquelle il fallait rajouter les œufs, voire les œufs et le lait.
alors que la technologie permettait parfaitement de mettre sur le marché le sachet tout mou qu'on trouve aujourd'hui, dans les années 70. Pourquoi ça ne s'est pas fait dans les années 70? Donc, non pas parce que la technologie n'était pas prête, non pas parce que le marketing n'avait pas pensé que ce produit pouvait exister, mais tout simplement pour une question d'acceptabilité. Il suffit de se plonger dans le contexte des années 70 pour le comprendre. Dans les années 70, les femmes, qui sont la cible de ce type de produit, la cible principale en tout cas, maman gâteau, ça dit tout, les femmes ne travaillaient pas, ou en tout cas travaillaient beaucoup moins qu'au jour d'aujourd'hui. Du coup, le travail d'une femme au foyer, c'était de cuisiner. Donc la promesse, pour utiliser un terme marketing, donc la promesse de ce genre de produit qui est le gain de temps et la praticité, était une promesse qui n'était pas écoutable, qui n'était pas entendable pour une femme au foyer, parce que ça veut dire gagner du temps, gagner du temps pour faire quoi? Je fais quoi à la place? C'est mon boulot cuisiner, donc si je gagne du temps et que je finis de cuisiner plus tôt, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? C'est gênant de dire à la personne gagne du temps. Aujourd'hui, les femmes travaillent beaucoup plus, donc ça devient beaucoup plus normal, souhaitable et acceptable de gagner du temps pour cuisiner parce qu'on a le travail, on a les enfants, on a la maison, on a le confinement à gérer, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un exemple qui m'avait frappé même à l'époque parce que voilà, on peut avoir une technologie, on peut avoir une idée, on peut avoir une innovation qui a tout pour plaire, mais qui n'est tout simplement pas dans son temps ou dans sa société ou dans les mœurs. Donc il y a ces écueils-là qu'il va falloir dépasser avant tout, avant toute chose. Donc, c'était clair dès les années 90 que l'acceptabilité était une problématique préalable à l'intérêt commercial ou à l'ergonomie d'un produit. Lorsqu'il y a de l'interaction, on va plutôt parler d'ergonomie ou d'utilisabilité. Alors que si on regarde la littérature côté acceptabilité, justement, on ne trouve pas forcément grand-chose. Donc, j'ai repris quelques modèles classiques qui sont un peu les fondements de la littérature en UX. Le modèle que vous voyez sur la gauche, c'est c'est un modèle vraiment très connu qui, en fait, est la base de l'attractif, qui est un questionnaire qui mesure pas mal de dimensions de l'UX d'un produit. Ça parle d'attributs pragmatiques, ça parle d'attributs hédoniques, mais le mot acceptabilité n'apparaît jamais. Donc, le but, c'est pas de rentrer dans ces schémas, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour vous montrer qu'est-ce qui existe. Sur la droite, vous avez un autre modèle fondateur qui parle de perception des qualités, qui parle de réaction émotionnelle. Ça parle de comment on va appréhender un système, mais le mot acceptabilité n'apparaît pas non plus. Donc, c'est un toile de fond, mais sans vraiment y être. Pourtant, ça dit des choses tout à fait utiles et pertinentes, ce modèle. D'autres choses qui existent dans la littérature, donc là, le schéma de Morville, très, très classique et très connu. On voit bien toutes les dimensions de l'UX. Il faut qu'un produit ou un service soit utile, utilisable, trouvable, crédible, désirable, accessible, à valeur ajoutée. Il n'y a pas l'acceptabilité non plus. On peut se dire qu'un produit qui répond à tous ces aspects-là, il est aussi acceptable, mais ça n'empêche que ça n'apparaît pas. Dommage. Et la vision du design thinking tel que IDEO l'a mise au point. On parle de désirabilité, on parle de viabilité, on parle de faisabilité du projet, on parle d'objectifs à valeur ajoutée. Et une fois de plus, certes, on peut dire une fois de plus que l'acceptabilité rentre dans la grande bulle de la désirabilité, mais ça n'empêche que c'est un petit peu vague. Et c'est dommage. Comme on le constate souvent quand on est un peu dans les deux milieux, celui de l'ergonomie des facteurs humains et celui de l'UX, on se rend compte qu'on bosse sur les mêmes choses, c'est-à-dire l'humain, faire en sorte qu'un produit fonctionne bien, qu'il soit bien vendu, bien utilisé, bien accepté, etc. Et pourtant, on ne partage pas forcément la même littérature. Et du coup, on se prive de part et d'autre de points de vue qui peuvent être intéressants et tout à fait complémentaires. Et pourquoi l'acceptabilité est aussi importante? Mais parce que l'innovation fonctionne mal. Il y a beaucoup de littérature sur l'innovation, il y a beaucoup d'ouvrages, donc le but, ce n'est pas d'approfondir tout ça. J'ai pris juste un schéma qui est très classique et des chiffres qui font peur d'Harvard. Entre 70 et 90% des innovations sont des échecs commerciaux parce qu'elles n'arrivent pas à sauter le pas. On les fait sortir du produit de niche ou du produit qui va trouver un petit marché, parce qu'il y aura toujours des enthousiastes qui vont trouver que c'est génial, toujours, quoi qu'on fasse, il y aura des enthousiastes. Mais si on veut que cette innovation s'impose, il faut arriver à franchir ce pas
Et une fois qu'on aura franchi ce pas, ça va bien se passer parce qu'il y aura une première majorité qu'on va acquérir. Et une fois qu'on aura dépassé ce seuil-là, ça va forcément couler de source. Parce que les gens vont dire, oui, je l'ai déjà vu, j'en ai entendu parler, mes amis utilisent ça, dans mon boulot, j'ai déjà des collègues qui utilisent ça, ça va forcément devenir normal. Sauf que sauter ce petit pas-là est loin d'être évident et beaucoup, beaucoup d'innovations, malheureusement, n'y arrivent pas pour des problématiques, justement, entre autres, d'acceptabilité et de réticence au changement. Donc, on n'aura pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails, mais la réticence au changement, pour moi, c'est la thématique qui est en toile de fond de l'acceptabilité. Parce que les gens n'aiment pas le changement, quoi. Donc, accepter une innovation, ça veut dire accepter quelque chose qui n'est pas comme avant. Et quel serait mon intérêt à accepter quelque chose qui n'est pas comme avant? Donc, on pourrait en parler longtemps. Là, j'ai choisi un des modèles qui existent dans la littérature, qui est un modèle assez intéressant parce qu'il est facile à comprendre et qui représente bien nos réactions, à nous tous, y compris celles des ergonomes, face à une innovation. Je vais vous raconter un exemple que j'ai vécu sur moi-même, qui m'a beaucoup fait rire parce que je me suis rendu compte quand je suis arrivée au stade 4 que j'avais suivi parfaitement cette courbe sans m'en rendre compte auparavant. Je l'ai vécu par rapport au paiement sans contact. Quand les cartes de paiement sans contact sont arrivées, je m'en fichais. Je me suis dit, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, ma première réaction était d'ignorer, de nier l'existence du paiement sans contact parce que ça ne s'adressait pas à moi. Je connais très bien mon code de carte bleue par cœur. Voilà, ça ne m'apporte rien. Plus cette innovation s'imposait, plus je commençais à ressentir des vraies réticences. On lisait dans la presse que c'était possible de voler les codes de carte bleue aux gens, en s'approchant d'eux, par exemple, dans le métro, quand on est un peu serré. Avec une scanette, on peut débiter des montants de 20 € sur les cartes. Je me disais, mais c'est quoi cette bêtise de paiement sans contact? À quoi ça va servir? Franchement, on nous prend pour des débiles, etc., etc., etc. Donc, j'étais au stade 2. Petit à petit, on y est confronté. Parce que, voilà, on fait la queue et on se rend compte qu'à un moment donné, c'est quand même pratique et qu'il y a du monde derrière et qu'on a un petit trou de mémoire par rapport au code de la carte bleue pro plutôt qu'au perso. Et du coup, on commence à se servir de cette innovation. Et je me suis rendu compte d'être arrivée au stade 4 le jour où, à la boulangerie, je devais payer genre 5 € et ils n'avaient pas le sans contact. Et je me suis dit, oh, mais mince, il va falloir que je tape mon code. Et là, je me suis dit, ah, ok, d'accord, bon, voilà. Je suis passée en haut de la courbe. Et c'est physiologique, c'est naturel. Tout le monde suit ce process. Il suffit de le connaître, de l'accepter, nous aussi, de s'y faire et de le piloter quelque part, de savoir qu'il y aura des phases de réticence, des phases de blocage, des phases que dans des milieux un peu durs comme l'industrie peuvent arriver au sabotage, peuvent arriver à la grève, peuvent arriver à des comportements complètement déviants de la part des utilisateurs qui refusent l'innovation. Mais sachez que certaines innovations ne vont jamais s'en remettre. Si on a 70% d'échecs, c'est bien parce que certaines innovations ne dépasseront jamais le creux de ce schéma. Bon, on va s'arrêter au niveau 2. Mais si ces innovations ont une raison d'être, apportent une valeur ajoutée réelle et perceptible dans la vraie vie de l'utilisateur, c'est tout à fait possible de remonter la pente, voire d'arriver à un impact et une appréciation et une adhésion qui sont bien supérieures à celles qu'on aurait pu avoir au stade 1. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc dans la pratique professionnelle, on rencontre très souvent des problématiques de ce type parce qu'on est dans de la R&D, donc on est dans l'innovation de rupture. Donc là, je vous ai mis un petit florilège de choses qu'on a réellement entendues, des réactions qu'on a réellement rencontrées de la part d'utilisateurs qui montrent bien à quel point le changement peut faire peur et à quel point, quand on fait de l'ergonomie ou de l'UX, c'est une problématique qu'on ne peut pas négliger. Donc là, c'est une phrase, c'était moi qui interviewais la personne en question, c'était une secrétaire, donc je me souviens très bien de cet entretien, ça remonte à un peu il y a longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Donc une secrétaire d'une grosse boîte, on était là pour refaire son intranet. Donc l'intranet était une usine à gaz. Donc la secrétaire en question avait passé 1 heure à pester, à nous expliquer que l'intranet était illogique, que l'intranet était incompréhensible, que ça lui faisait perdre énormément de temps. Enfin, elle a passé 1 heure à se plaindre en fait de son travail. Et quand on lui a dit, mais vous inquiétez pas, madame, si on est là, c'est justement pour refaire l'intranet, j'ai vu la panique dans ses yeux. Ben, refaites-le pour les autres, en fait. Moi, au final, j'y suis habituée. On s'est dit, attends, elle est folle. Enfin, elle vient de dire que c'est catastrophique et là, elle veut le garder.
Ben oui, c'est une réaction tout à fait humaine. Pourquoi elle a dit ça? Mais parce que le changement a un gros coût cognitif, c'est le coût du réapprentissage. Je ne peux pas vous faire toute une théorie sur la psychologie du développement, la psychologie cognitive, etc., mais l'apprentissage coûte cher à notre cerveau. Apprendre quelque chose de nouveau, c'est très fatigant. Donc, pour elle, ça avait déjà été un effort monumental d'apprendre l'intranet en question. Dans sa tête, elle s'est dit, si on me change l'intranet, il va falloir que je repasse par ce process très coûteux et très fatigant d'apprentissage de quelque chose de nouveau. Parce qu'en informatique, souvent, on nous impose des outils qui ne sont pas forcément conçus pour l'utilisateur et qui sont mal faits. Donc, on doit les apprendre tels qu'ils sont. Mais on les prend comme ils sont. Il ne faut pas se poser de questions, il faut apprendre par cœur. Donc, elle se disait, il y a eu un intranet biscornu jusqu'à présent. Là, on va me le changer. Il va falloir que je réapprenne un autre intranet biscornu. Pareil, différemment, tout aussi inutilisable, mais différent. Donc, forcément, sa réaction était surtout, je ne change rien. Même si elle était consciente, mais plus que consciente, des défauts monumentaux de cet intranet. Donc, c'est assez intéressant de constater ce genre de choses qui sont tout à fait normales. Autre exemple, je ne dirais pas qui était le client, mais c'était une grosse société de vente à distance qui vendait des objets physiques, mais qui évidemment reposait sur un système d'information qui gérait les stocks, qui gérait les commandes. Les commandes pouvaient venir du magasin physique, d'Internet, du mobile, etc. Donc leur système d'information était fondamental, était au cœur de leur business, et pourtant il fonctionnait très, très, très mal. Ce qui était très intéressant, c'est que tout le monde le savait. Le DSI, le premier. On savait que la technologie était vieille, obsolète, dangereuse, pas fiable. On l'appelait familièrement le spaghetti. Parce que les infos rentraient par un tuyau, mais on ne savait pas par quel autre tuyau elles allaient sortir si jamais elles sortaient. Donc, on était tous conscients du fait qu'il fallait refaire l'intranet. Il y avait dans la DSI des jeunes informaticiens très volontaires qui avaient déjà fait un premier POC pour montrer comment on pouvait faire évoluer le système d'information, mais rien n'a été fait, car le DSI ne voulait pas renoncer à son œuvre. Le DSI avait 30 ou 35 ans de boîte derrière lui, donc c'était lui l'auteur du système d'information de l'époque, donc avec des technologies largement dépassées, qui étaient celles de l'époque. Et il ne voulait absolument pas faire évoluer le système d'information, non pas parce qu'il ne voyait pas les défauts, mais parce que pour lui, ça aurait signifié perdre totalement le pouvoir. Parce qu'il ne maîtrisait pas les nouvelles technologies, donc changer le SI, ça voulait dire laisser la main aux jeunes. Et rester DSI, mais n'avoir plus aucun pouvoir. Donc son pouvoir, c'était d'être le seul qui savait mettre les mains dans son spaghetti, quoi. Donc c'est compliqué dans ces cas-là. C'est vraiment compliqué. Un dernier exemple, là aussi, où ça ne s'est pas forcément très, très bien passé. On n'y peut rien. Nous, on est parfois spectateurs de ce qui se passe parce qu'on n'est pas décideurs dans les entreprises. Donc là, on est dans une société qui produit aussi des objets physiques, une chaîne de fabrication. Et ils utilisaient un logiciel étagère pour, on va dire, préparer des fichiers informatiques permettant de réaliser le travail physique derrière. Le logiciel informatique sur étagère a subi une évolution majeure qui rendait le travail beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'un certain nombre de tâches avaient été automatisées dans le logiciel, donc il n'y avait pas forcément des changements d'interface en machine. Par contre, il y avait une productivité accrue par le biais de l'automatisation d'un certain nombre de calculs que le logiciel devait faire. Donc, quand ça a été présenté aux salariés, les managers pensaient que les salariés allaient être ravis de pouvoir travailler plus vite, alors que les réactions ont été totalement opposées. Il y a eu des réactions du style « je n'ai pas du tout envie de changer de logiciel, car le boulot que je fais actuellement en 5 jours ouvrés, on va me demander de le faire en une demi-journée. Donc, ça veut dire que je vais être sollicité tout le temps. » En gros, les gens étaient pépères. Pendant une semaine, ils avaient leurs fichiers à tripoter. On les laissait tranquilles. Là, ils anticipaient des problèmes à venir, quoi. Des échanges plus fréquents et surtout beaucoup plus de boulot à faire, même si en réalité, la semaine a toujours 5 jours, on n'allait pas leur demander de faire des heures sup. Ça n'empêche que pour eux, c'était un changement qui impliquait une perte de repères, une perte de confort quelque part, sans aucun gain à la clé. Et je commence à anticiper pour moi la problématique qui est fondamentale, qui est celle des gains. Qu'est-ce que je vais gagner dans ce changement? Qu'est-ce qui m'apporte à moi ce changement? À ce mec-là, ça ne lui apportait strictement rien, parce que le salaire n'allait pas changer. Donc c'est vrai que si on se pose du point de vue du salarié, ce changement-là n'a aucun intérêt. Donc soit on lui l'impose dans la douleur, parce que ça a été imposé dans la douleur,
soit on ne peut pas espérer qu'il adhère à ce changement par magie, parce que lui, ce n'est pas un décideur, c'est juste un salarié, et il a son point de vue et ses objectifs à lui. Donc, on a beaucoup de problèmes dans les entreprises d'aujourd'hui à s'aligner sur des objectifs communs. Souvent, les objectifs de la direction ne sont pas du tout les objectifs des personnes en bas de l'échelle. Bon, au vu de tout ça, on pourrait se dire, mais est-ce que du coup, le changement a-t-il des chances de fonctionner, puisqu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'échecs et que, effectivement, je pense que les phrases que je vous ai citées ont dû faire écho dans vos têtes et dans vos pratiques professionnelles. Donc, on pourrait se dire, on arrête les dégâts, stop, on change plutôt rien du tout parce que c'est impossible. Si, pour moi, c'est tout à fait possible. L'exemple que je cite sans cesse, c'est l'iPhone. Non pas parce que je suis une fan inconditionnelle d'Apple, hein, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans l'univers Apple, mais c'est vrai qu'ils ont réussi, et je l'ai bien détaillé dans le webinaire 1, celui sur le retour sur investissement, ils ont bien réussi à imposer une innovation, à rendre les gens accros à une innovation qui était une innovation totalement de rupture, avec un objet qui ne ressemblait à rien de la vie de tous les jours. Donc c'est totalement possible, mais il faut le piloter, ce changement. Il faut savoir sur quel levier agir. Et justement, dans la deuxième partie, on va en voir plusieurs. Donc, réussir à innover, c'est une histoire de compromis. C'est une histoire de compromis entre une technologie qui doit être bonne, qui doit être fiable, qui doit être stable, qui doit être portable, etc., etc. Des usages d'aujourd'hui ou encore mieux des usages de demain qu'on va anticiper, qu'on va solliciter, qu'on va inventer, si c'est le cas. Hein, c'était le cas de l'iPhone. Sur un marché qui doit être connu et existant, suffisamment porteur pour que ça ait du sens, et avec une interface et une expérience utilisateur qui vont bien. Vous voyez bien, on ne peut pas y arriver par hasard. Si on table uniquement sur des évolutions technologiques, on risque de tomber à côté des bons usages ou de la bonne UX, etc., et ainsi de suite. Donc, c'est à cause du mauvais ciblage que souvent on se rate, parce qu'on a négligé certaines composantes du process. Je vais vous montrer un petit exemple qui nous vient de nos confrères adéquats. Donc, c'est les personnes qui représentent Ludotic sur le marché italien. C'est nos partenaires de très, très, très longue date. Ils ont mené à bien un projet il y a quelques années sur des exosquelettes. Là, typiquement, on est sur des objets qui révolutionnent le travail d'un opérateur. Si quelqu'un est intéressé, il y a une publication scientifique, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet exemple. Donc, je peux vous passer un papier, enfin une publication qui explique un petit peu les innovations en question et ce qu'ils ont mesuré comme acceptabilité de cette innovation. Donc là, on voit des photos avant-après. On voit clairement une modification de la posture de l'opérateur. Donc, c'était un exosquelette qui était censé changer ses mouvements et alléger ses problématiques musculaires, donc limiter les TMS, etc., donc les troubles musculo-squelettiques. Donc, on est vraiment sur un objet innovant, on est vraiment sur un objet qui, en théorie, va faciliter le travail et qui, si on était technocentré, ne pourrait que plaire et être adopté du jour au lendemain, puisqu'il n'a que des avantages. Et ben, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les ergonomes qui ont travaillé dessus, ils expliquent ça dans leur publication, ils ont mesuré l'acceptabilité avec un outil qui s'appelle TAM, sur lequel je reviendrai dans une seconde. C'est compliqué, c'est-à-dire que quand on demandait aux gens « est-ce que vous trouvez que cet objet est utile ? Est-ce que cet objet répond correctement à des tâches de travail ?» Les réponses étaient plutôt positives, pas parfaites, hein. Il y avait encore des marges d'optimisation, mais plutôt positives. Oui, l'objet est utile, oui, l'objet peut servir, oui, l'objet a des caractéristiques pertinentes par rapport à nos tâches quotidiennes. Mais quand on leur demandait « est-ce que vous l'utiliseriez demain dans votre boulot ?» c'était beaucoup plus mitigé. C'était beaucoup plus mitigé. Comme quoi, l'acceptabilité, c'est compliqué. On peut percevoir parfaitement l'utilité d'un produit ou d'un service et ne pas avoir envie de s'en servir. Parce que ça veut dire chambouler notre quotidien. Et on n'a pas forcément tous envie de chambouler notre quotidien. Donc, pour terminer la partie théorique, il y a plein de modèles. Il y a même une discipline qui s'appelle ingénierie de l'acceptabilité. Je vous ai mis un des modèles qui existent. Une fois de plus, la littérature est très riche. Vous pouvez approfondir tout ça. Vous avez la référence qui me montre les dimensions de l'acceptabilité. Je pense qu'il y en a même plus que ça. Mais ce schéma est intéressant parce qu'il y a bien évidemment ce qu'il appelle l'utilisabilité et pas l'UX, parce qu'on n'est pas du tout dans la littérature qui parle d'UX. On est plutôt
en lien, en connexion avec la littérature, plutôt facteur humain, mais il y a d'autres dimensions qui rentrent en ligne de compte, y compris l'expérience technique, y compris les problématiques de sécurité, ce qui a tout à fait son rôle et son impact dans les médias industriels, etc., etc., etc. La culture, hein, quand on parle d'acceptabilité sociale, c'était l'exemple un petit peu de la pâte à gâteau de tout à l'heure, on est plutôt sur des problématiques culturelles. Bref, il y a énormément de dimensions qui contribuent de près ou de loin. Il y a même une dimension complètement floue. Hein. On peut y mettre dedans plein de choses selon le projet, des choses qui peuvent être fondamentales selon le projet, qui vont faire que le produit est acceptable ou pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, la littérature propose quelques outils. Alors, ce n'est pas génialissime quand on mesure aujourd'hui l'acceptabilité. Il y a un modèle principal et un questionnaire de mesure principale qui existe en plusieurs variantes. Là aussi, bon, j'ai pris une des représentations graphiques qui existent, mais il y en a bien d'autres, mais elles étaient trop complexes. Donc, j'ai pris la version de base qui s'appelle TAM, donc Technology Acceptance Model. Il est assez intéressant. Parce qu'il montre que voilà, il y a plein de facteurs qui ont un impact sur l'acceptabilité, l'influence sociale par exemple, ou les caractéristiques objectives du système en question, qui viennent impacter la perception qu'on a de son utilité, la perception qu'on a de sa facilité à être utilisée, l'attitude que l'on aura vis-à-vis de cette technologie, de cet objet, de ce service, l'intention qu'on peut avoir de s'en servir et l'utilisation concrète, réelle qu'on en fait. Donc, par rapport à l'exemple des exosquelettes, par exemple, le questionnaire mesure ces différentes dimensions. Donc, il y avait des scores plutôt positifs sur la perception de l'utilité et de la facilité d'utilisation, même si ce n'était pas parfait, mais c'était encourageant, on va dire, c'était des résultats encourageants. Par contre, sur l'intention d'utilisation, là, c'était assez décevant. Donc, c'est intéressant d'avoir un modèle qui mesure plusieurs dimensions parce qu'on peut être très bon sur certains aspects et beaucoup moins bon sur d'autres aspects. Donc, avant de passer à la suite, qui va parler des leviers qui existent pour réduire les réticences au changement, je mets juste un petit disclaimer. On en a déjà parlé dans d'autres webinaires et je pense que ça reste un thème fondamental, celui de l'éthique. Je vais vous montrer des leviers qui peuvent nous aider, nous designers, nous UX designers, ou nous ergonomes, nous experts facteurs humains, nous concepteurs d'expériences digitales ou pas digitales, qui peuvent nous aider à réduire, limiter les réticences au changement. Donc, ça veut dire qu'on peut pousser les gens à se comporter autrement, à penser autrement, à agir autrement, à utiliser des choses que peut-être ils n'utiliseraient pas. Donc, si on le fait à bon escient, pour améliorer leur productivité, pour améliorer leur santé, leur sécurité, leur confort, c'est tout à fait louable. Maintenant, qui nous dit qu'on doit servir des objectifs louables? On peut essayer de faire baisser les réticences au changement pour faire adopter des comportements d'achat qui ne font que générer du bénéfice pour la société qui est derrière, mais qui n'apportent rien d'utile ou de pertinent aux consommateurs. C'est toujours la frontière entre la manipulation à bon escient, la persuasion qui a un objectif valable et positif pour la personne que l'on manipule, pour le récepteur de mon message, et la manipulation qui n'a que des avantages pour l'émetteur du message. Donc, c'est la grosse problématique de l'éthique professionnelle. Et on sait qu'aujourd'hui, on n'a rien. On n'a pas de serment d'Hippocrate, on n'a pas de charte éthique dans notre métier. Donc, on n'est pas tenu à aucune rigueur, à aucune règle, comme c'est le cas dans le corps médical, par exemple. Donc, on s'en remet à notre propre bon sens, à notre propre éthique personnelle en tant qu'humain et pas une éthique professionnelle existante et établie et qu'on signerait en début de mission en tant qu'UX designer. Donc ça, c'est un thème qu'on a déjà abordé, que je ne vais pas approfondir, mais qui mériterait bien approfondissement parce qu'il est très épineux. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution. Donc, je vais vous parler des leviers qui existent. Après, à vous de décider comment vous en servir. Pourquoi vous en servir? Comment vous en servir? Est-ce que vous le faites au profit de l'utilisateur ou est-ce que vous le faites uniquement à votre propre profit ou au profit de la société qui vous emploie ou qui vous demande votre étude? Donc, il y a beaucoup de leviers possibles. Évidemment, il est déjà très tard, donc je n'approfondirai pas énormément. Je vous dis ce qu'on voit dans la pratique professionnelle. Par exemple, la beauté. La beauté d'un objet facilite, rend les gens plus cléments déjà sur son utilisabilité et facilite l'adoption. Ça, c'est un des leviers typiquement que l'iPhone a exploité. L'iPhone était beau. Les icônes étaient trop jolies, donc ça donnait envie.
Et là, vous voyez la pub de l'exosquelette de tout à l'heure, qui est une pub qui vraiment le met en avant comme un objet qui vous donne des ailes. C'est un objet qui vous donne du pouvoir, qui vous rend plus fort, et pas qui met en exergue le fait que vous êtes un pauvre petit humain avec des limitations physiques qui fait qu'il a besoin d'être assisté dans son travail. C'est totalement un autre message qui passe à travers cette pub. Je trouve que c'est très malin d'insister sur ça, parce que ça peut justement améliorer l'acceptabilité. Donc la beauté d'un objet, d'un produit ou d'un service, ça peut améliorer l'envie qu'on a de s'en servir. Tout comme le plaisir qu'on peut ressentir pendant l'interaction. Ça, c'est un autre thème qu'on nous a beaucoup demandé dans les messages que nous avons reçus, c'est la thématique de la gamification. Donc, le plaisir peut passer par la gamification, peut passer par d'autres biais, mais là, je vous ai mis, par exemple, une application que j'apprécie beaucoup, qui est une application suisse, qui aide à arrêter de fumer, mais qui aide en proposant des petits challenges, en proposant du soutien. Enfin, il y a tout un tas de systèmes de gamification qui font qu'il y a du plaisir à interagir avec l'application, et il y en a même du plaisir à changer notre comportement. Donc là, l'attitude, elle n'est pas vis-à-vis de l'application, l'attitude, c'est vis-à-vis de son propre comportement de fumeur. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à changer, ce comportement. Pourtant, le levier de la gamification peut aider dans ce sens, parce que par exemple, au lieu de réprimander l'utilisateur en lui disant « tu fais mal, tu te comportes pas bien, tu te rends pas compte, tu te mets en danger », on lui dit « tiens, on va se donner un petit challenge, tu veux t'acheter un voyage? Super, le voyage il coûte 3 000 €, parfait. Chaque cigarette que tu économises, c'est un peu d'argent qu'on va mettre de côté ensemble pour réussir ce challenge et se payer ce fantastique voyage. » Donc ça, c'est tout à fait une autre façon de proposer les choses qui peut justement donner envie de continuer dans cette voie-là de changement qui peut être pourtant très difficile à parcourir. La simplicité, autre levier sur lequel a beaucoup joué Apple avec son seul bouton physique à l'écran, enfin sur la façade du téléphone, à l'époque de l'iPhone 1 en tout cas. Quand on est face à des produits métiers de cet acabit-là, disons qu'il faut s'accrocher, quoi. Disons que rentrer dedans, c'est pas évident. Et là, typiquement, si on nous présente une nouvelle version du produit qui a juste les boutons dans un autre ordre ou appelé autrement ou a encore plus de champs parce qu'on a pensé que c'était bien de rajouter encore un peu plus de champs puisqu'il y avait encore un petit peu de place à l'écran, évidemment, les gens n'adhéreraient pas. Parce que déjà, ce produit-là, il n'est pas forcément très simple, ni très intuitif, ni très user-friendly, quoi. Et pourtant, on en voit énormément de produits de ce type. Donc, le fait de simplifier l'interface, faut de plus souvent, en tant qu'UX, on n'enlève pas les choses. On n'enlève rien à l'écran. Par contre, on met de l'ordre. On met en avant les choses qui sont les plus importantes. Là, typiquement, on a juste mis en avant le bouton qui servait le plus sur cet écran. Je ne vous parle pas du métier en question, mais en gros, il fallait peser des véhicules. Donc, voilà, je vois bien mon véhicule, je vois ce que j'ai à faire. Et une fois que j'ai le véhicule plein, j'ai un autre cadran qui s'active. Donc là, on est beaucoup plus dans le guidage, on est beaucoup plus dans quelque chose de visuel qui donne l'impression que c'est vachement plus simple, alors que c'est exactement les mêmes champs, les mêmes contenus. Il y a juste un peu d'ordre et une petite mise en avant des infos clés pour la tâche que l'utilisateur est censé réaliser sur cet écran. L'affordance, alors on en a aussi déjà un petit peu parlé, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, donc j'ai pris un petit raccourci déjà la dernière fois en disant que l'affordance, c'est l'intuitivité, en gros. Faire en sorte qu'on voit un produit et qu'on puisse reconnaître des choses. Une fois de plus, la reconnaissance coûte beaucoup moins cher que le rappel. Si on passe par du rappel, ça veut dire qu'on a appris des choses. Donc on va accéder à notre mémoire à long terme pour essayer de se souvenir de comment ça va fonctionner. Comment on appelle tel bouton, où chercher telle information, etc. Alors que la reconnaissance, c'est beaucoup plus basé sur le visuel. Je vois un truc, je me dis « Ah ouais, ça sert à ça. Ah oui, ce bouton, évidemment, il va me permettre de… » Mais dès qu'on passe par ces mécaniques-là, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Et du coup, on peut améliorer les éventuelles réticences au changement. Donc là, je vous présente juste une maquette parce qu'on est dans un domaine critique, donc je ne peux pas vous montrer le vrai produit, mais d'un projet qui était assez intéressant. Donc, on allait déployer des tablettes dans un milieu métier dans lequel l'informatique est très cadrée et en dehors de certains écrans, très peu présente. Donc, on nous disait, ça ne marchera jamais, ces utilisateurs-là, ils n'utilisent pas les tablettes, ils n'en ont jamais vu, à quoi ça va leur servir, ça ne plaira pas, ça ne marchera pas. Du coup, déjà, on est parti d'un besoin métier existant, je ne vous le détaillerai pas, mais on a bien compris qu'il y avait un vrai enjeu pour lequel ils avaient besoin de données. Donc, ça, c'est la base. Et on a construit une interface qui, peu ou prou, c'est celle d'Outlook. Parce qu'on a des dossiers
des aperçus de messages, même s'il ne s'agit pas de messages. Et quand on clique sur un item, donc un message, ben, on a le contenu détaillé. Donc, c'est Outlook, quoi. Donc, n'importe qui de ces utilisateurs-là, même si ce n'étaient pas forcément des fanats d'informatique, utilisaient Outlook dans la vie privée. Donc, le fait de se baser sur ça, le fait de faire une interface qui allait rappeler Outlook, qui allait exploiter les mécaniques déjà en place, donc les habitudes, hein, parce que c'est fondamental de jouer sur les habitudes déjà en place, a permis d'avoir un très bon taux d'acceptabilité. Au contraire, les gens souhaitaient se servir encore plus de cet applicatif que ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, rendre les choses intuitives, et surtout intuitives par rapport au passé, par rapport justement au vécu des utilisateurs, donc aux habitudes déjà préalablement en place, ça permet d'exploiter un levier intéressant de façon tout à fait transparente. Personne ne nous a dit ça ressemble à Outlook. Pourtant, tout le monde a trouvé ça tout à fait logique. Donc, il faut trouver la bonne métaphore. Donc, dans ces données-là, Outlook était la bonne métaphore. Dans d'autres domaines, ça n'aurait pas été la bonne chose à faire. Hein. Donc, à vous de trouver le parallèle qui va bien. Un autre exemple de levier sur lequel appuyer, enfin, ça, évidemment, tous ceux qui font de l'UX au quotidien vont me dire, bah oui, évidemment. Bah oui, évidemment. C'est impliquer les utilisateurs. Il n'y a rien de mieux que pouvoir mettre la main à la pâte. Il n'y a rien de mieux que dire oui, c'est moi qui ai décidé du nom de ce bouton. C'est moi qui ai proposé les encarts sur la page d'accueil. C'est moi qui contribuais à trouver telle façon d'afficher tel process. Et bien voilà, il n'y a rien de mieux que se dire c'est mon œuvre. Un bon UX designer n'a pas d'ego. Hein. Nous, on est parfaitement capable de se mettre en retrait, de laisser croire à tout le monde que c'est tout à fait eux qui ont tout fait, même si à la fin, au final, c'est nous qui avons tout piloté. Mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. L'important, c'est que ça marche. L'important, c'est que les gens y croient et qu'ils adhèrent. Donc, une des raisons d'être des différents ateliers de design thinking, de co-conception, de co-design, etc. qu'on fait, c'est justement d'impliquer les gens, non seulement pour avoir leurs idées, leurs contributions en tant que telles, bien évidemment, mais aussi pour faire en sorte qu'ils s'approprient le projet, qu'ils se disent c'est mon projet à moi, c'est moi qui ai contribué, c'est moi qui ai dit ça. Je retrouve mes petits, je retrouve dans le produit final une partie de ce que j'ai dit. Donc, c'est la deuxième valeur ajoutée des ateliers. Et une dernière piste, on ne peut pas forcément toujours la proposer, mais quand on peut, c'est quelque chose qui, à mon sens, aide beaucoup, c'est la possibilité de dire, écoutez, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez rester sur l'ancien système, vous pouvez. Donc, il y a une innovation, il y a un nouveau système qui change totalement, qui apporte des fonctionnalités en plus, qui a une autre interface, voilà. Si vous voulez rester sur l'ancien, vous pouvez. Et bien, le fait de laisser le choix, ça a un poids psychologique énorme. Parce que pour peu que quelques collègues aillent voir le nouveau système et qu'ils nous disent qu'il est bien, on aura forcément envie d'aller jeter un petit coup d'œil. Et petit à petit, on va s'y faire parce que ça sera notre choix de s'y faire. Ça ne sera pas imposé par la direction. Donc, le fait de laisser au moins en parallèle pendant un certain temps un ancien système et un nouveau système, c'est quelque chose qui coûte cher d'un point de vue technique, hein, mais qui peut avoir tout à fait un rôle à jouer sur l'acceptabilité. Je suis déstabilisée, c'est pas grave, je reviens à l'ancien. Souvent, ça peut être une sorte de skin, enfin d'interface qui est juste une surcouche de CSS qui permet d'afficher les choses autrement, mais derrière, on a encore la CSS précédente qui est tout à fait accessible. Il y a beaucoup de produits américains, surtout du SAS, hein, évidemment, qui fonctionnent comme ça, et je trouve que c'est une très bonne stratégie. Ça ne s'applique pas forcément dans tous les projets, dans tous les contextes, mais si vous pouvez le faire, le proposer, ça peut permettre une transition en douce, une transition qui est justement pilotée par l'utilisateur et pas imposée par la direction. Donc, je conclus cette overview en insistant sur ce que pour moi reste la base de la base de la base. Si on veut innover de façon réussie, si on veut que ce changement soit accepté, il faut travailler sur les pain points, c'est-à-dire les points de douleur, les choses qui posent un problème aujourd'hui à l'utilisateur. Que ce soit des problématiques physiques, hein, un effort musculaire trop important, ou des problématiques psychologiques. Une fois qu'on a chopé le ou les pain points qui vont bien, on pourra imposer du changement. Ça peut être des pain points tout à fait liés à des besoins fonctionnels de base. Hein. Par exemple, le produit actuel ne me permet pas de faire mon travail correctement. Mais là, on a un super truc. On sait que si le produit qu'on va faire, le nouveau produit, le produit innovant, permet de faire le travail de façon plus correcte, mais là, les gens vont adhérer parce qu'ils savent qu'il y a un besoin fonctionnel fort, fondamental. On est à la base de la pyramide de Walter. Ou des besoins d'un peu plus haut niveau. Je me sens pas en confiance parce que
il y a des choses qui ne me plaisent pas dans l'interface, j'ai toujours des doutes, est-ce que c'est ce bouton ou ce bouton, je fais des petites erreurs qui me mettent dans une situation inconfortable, c'est un pain point aussi. Donc, si on peut travailler sur ce pain point, ben, la prochaine interface sera plus facile à accepter, plus facile à adopter. Donc, il faudra trouver, positionner les pain points, déjà les identifier correctement et les positionner sur cette pyramide en ciblant au maximum les besoins fonctionnels, les besoins les plus importants. Donc, je vais conclure avec un use case. Donc, voilà, il faut se positionner, c'est ce que je dis toujours aux informaticiens et aux décideurs. On n'est pas là pour vendre des produits informatiques. On n'est pas là pour vendre des solutions IT. On est là pour résoudre les problèmes des utilisateurs. Si on se positionne de ce point de vue-là, si on a en tant que problem solvers, c'est évident qu'on va soumettre l'innovation technologique ou les aspects organisationnels, etc., d'abord à ce prisme-là. Est-ce qu'on est là pour résoudre des problèmes? Est-ce que cette innovation-là résout un problème? Si la réponse est non, ce n'est pas la bonne innovation. On perd du temps, on perd de l'argent. Donc, je vais conclure rapidement avec un use case. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, ce n'est pas grave, c'est juste un exemple. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup parce que c'est un projet très vieux et que j'affectionne beaucoup parce que plus le temps passe, plus il est bon. C'est comme un bon vin, c'est un bon millésime. Donc, c'est un projet qu'on a clôturé en 2012. Donc, le gros du boulot a été fait entre 2010 et 2011. Donc, à une autre époque. Vous voyez, même le logo de Ludotique n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, c'est un projet de recherche qui a duré 3 ans et demi. Donc, un projet fondamental d'innovation de rupture. On est dans de la continuité de service en informatique ambiante. Donc, l'idée, c'était de déployer des solutions totalement innovantes dans un contexte métier qui était des métiers de l'eau, donc les fontainiers, donc des gens qui interviennent sur la voirie pour poser des compteurs d'eau, pour réparer une fuite sur un tuyau qui a pété, par exemple, ou pour remplacer une canalisation, etc., etc. Donc, c'est un métier physique. C'est un métier physique, mais qui avait déjà à l'époque beaucoup d'outils informatiques, des outils informatiques qui ne communiquaient pas entre eux. La personne avait un appareil photo, la personne avait un Palm, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, donc ils avaient un Palm. La personne avait un ordinateur portable, il n'y avait pas de tablette à l'époque, donc elle avait un ordinateur portable, et tout un tas d'objets physiques, la pelle, la pioche, la poêle à frire, le casque, les gants, enfin tout un tas de matériel qui n'était pas intelligent et pas connecté. Donc les outils informatiques ne se parlaient pas entre eux, donc il y avait une perte d'information. Donc le but du projet, c'était de justement faire en sorte que l'information suive l'opérateur, se déploie au bon endroit, sur le bon écran, en fonction de la situation de la personne. C'était quand même assez challengeant pour l'époque, ça l'est toujours d'ailleurs. Et on a réussi donc en 2010, je vous rappelle que Google Glass est sorti en 2012, à mettre de la réalité augmentée sur la tête de ce petit bonhomme qui était notre persona de fontainier. Et qui était un persona rationnel. Donc, je vais revenir sur la méthodologie. Donc, on a choisi de se concentrer sur sur un persona qui n'était pas du tout le méga technophile early adopter, parce que ça aurait été trop facile. Donc, si on veut conquérir la totalité des utilisateurs, il faut qu'on commence par ceux qui sont les plus difficiles à satisfaire. Parce que si ceux qui sont les plus difficiles à satisfaire sont satisfaits, tous les autres le seront davantage. Donc, notre vraie cible, c'est le socle dur de gens qui ne vont pas adhérer. Et Michel était typiquement un fontainier, un profil de fontainier, plutôt vieux jeu et plutôt pas très intéressé à la technologie. Pourtant, on a réussi à lui mettre ce genre de choses sur la tête, à lui faire dire « waouh ». Comment on a fait? Avec la méthode UX classique, une méthodologie qu'on emploie dans tous les projets centrés utilisateurs. Donc, je vais vous passer quelques vidéos, j'espère qu'elles passent bien à l'écran. Donc, quand on fait du design centré utilisateur, on commence par les utilisateurs. Donc, dans ce projet-là, on a passé pas mal de temps en camionnette avec les fontainiers. Je vais juste enlever le son pour comprendre leur métier. Donc, comprendre les outils qu'ils utilisaient dans leur travail. Il y avait beaucoup de papier. Il y a encore du papier dans beaucoup de métiers. À l'époque, il y en avait déjà pas mal. Donc, on essaie de comprendre. Donc, voilà des vannes. Ça, c'est une vanne. Donc, le but, là, on était sur des tâches, je fais simple, j'ai pris que des tâches de repérage de vannes en amont d'un arrêt d'eau. Parce que quand on va couper l'eau, il faut quand même vérifier qu'on peut le faire. Et que le jour qu'on va le faire, tout va bien se passer. Donc, on fait un repérage des vannes. On les manipule pour voir qu'on peut les faire fonctionner correctement, qu'on les trouve déjà. Il faut qu'elles soient trouvables et qu'elles fonctionnent. Et qu'on arrive à les ouvrir, à les fermer correctement. Donc, une fois qu'on les a trouvées et manipulées, donc avec une bouche à clé et avec ce genre d'outils qui permettent de vérifier que la vanne fonctionne, on va leur mettre un petit coup de spray pour dire, ça y est, ça c'est la vanne numéro 4, par exemple, de mon arrêt d'eau de mardi prochain. Et
après, on va faire de l'affichage public pour dire, voilà, attention, on va couper l'eau, etc. Ça, c'est hyper important. Il y a plein de métiers qui ne peuvent pas se passer de l'eau. Hein. Un hôpital, par exemple, mais même un coiffeur, il va falloir prévenir qu'on va couper l'eau. On ne peut pas couper l'eau quand on veut, comme on veut. Donc, voilà, le repérage, ça s'est bien passé. Donc, quand tout se passe bien, et on a vu, heureusement, des cas de figure où ça se passait bien, c'était assez rapide. Donc là, on a un petit extrait d'une vidéo dans laquelle on a trouvé 9 vannes en 1 heure. Donc, tout à fait correct. Donc, pas de pain point particulier. Non, ça ne s'est pas forcément passé très, très bien tous les jours. Donc là, on a un deuxième scénario qui était pourtant bien parti. Regardez le petit arrêt d'eau qu'on devait faire. C'était 3 fois rien. Une petite coupure d'eau à Sophia Antipolis. Le problème de Sophia Antipolis, c'est que ça a été goudronné un petit peu sauvagement et que du coup, souvent, les vannes sont sous l'enrobé. Donc là, le bonhomme, au bout de déjà pas mal de temps de recherche, est allé chercher sa poêle à frire, donc son détecteur de métaux, pour voir si la vanne n'est pas cachée sous l'enrobé. Donc là, son bout de papier lui donne une position approximative. Et du coup, il commence à s'éloigner du point indiqué sur son papier pour chercher la vanne. Il cherche, et il ne trouve pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas? Il n'en a trouvé aucune des 4, donc ça craint. On est obligé de faire une extension de bief, c'est-à-dire, on va dire, au lieu de fermer de là à là, on ferme de plus haut en amont à plus en aval. Donc, il est obligé de passer par de l'informatique puisque le papier ne lui indique pas les autres vannes. Donc, vous voyez la lisibilité d'un écran d'ordinateur portable à l'extérieur, c'est-à-dire un NAS. Il n'est pas conçu pour être utilisé en plein air. Et là, le mec commence à se promener avec tout un tas de choses, à s'éloigner de sa camionnette. Donc là, je ne vous passe pas toute la vidéo en question. Au début, il essaie de ne pas fermer son ordinateur pour le garder allumé. Il n'a pas réussi. À la fin, il n'avait plus de batterie. Bref, ça a été une matinée d'enfer où, en 3 heures, on a trouvé une seule des 4 vannes. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a trouvé génial. Parce que là, on s'est dit, on tient des pain points. Parce que des personas comme notre petit Michel, c'est des personas qui, certes, ne sont pas forcément technophiles, mais qui aiment bien nos boulots bien faits. Et le mec était furax. Et on l'a vu dans plein d'autres milieux. Hein. Quand ça ne se passe pas bien, les pros, ils sont énervés parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'il y a des failles dans leur métier. Que leur métier, que pourtant ils ne veulent pas changer, est un métier qui pose des problèmes. Il y a des échecs et des pertes de temps qui peuvent être monumentales. Là, on a une demi-journée de boulot foutu parce qu'on n'a pas trouvé une seule vanne nous permettant de programmer la rideau qui était pourtant planifiée. Donc là, on se dit, on a des pain points et on a un profil à cibler. Donc, il y avait évidemment d'autres personnes dans le projet, mais comme je vous ai dit, ils n'ont aucun intérêt réel. On va se concentrer sur les vieux de la vieille, avec une grosse ancienneté métier, avec un gros niveau d'exigence vis-à-vis de la qualité de leur travail et avec des pain points évidents. On s'est fait tout un travail, pour ça c'est vraiment pour les spécialistes, hein, ce petit clin d'œil sur une analyse de la tâche faite encore avec des outils de l'époque, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Xmind, il n'y avait pas tous les outils qu'on a au niveau ergonomie aujourd'hui. Donc, on faisait des arbres de tâches avec PowerPoint, braves gens. Figurez-vous par quoi on est passé. Donc, on a modélisé tout un tas de tâches pour identifier tous les pain points qui nous paraissaient importants. Donc, là, on a la réparation du fuite compteur et là, on a le fameux arrêt d'eau avec la fermeture de moins de vannes. Et du coup, on est parti vraiment de ça. De ce qui nous paraissait poser problème. Donc, on a imaginé des scénarios qui nous permettent de résoudre ces problèmes. Enfin, de plus, on est là pour résoudre des problèmes. Donc là, on a un scénario qui représente de façon un peu simplifiée la mission qu'on a vue dans la vidéo et d'autres missions un peu de ce type. Donc, le fontanier part de son bureau avec sa carte papier, prend sa camionnette, va chercher des vannes, il les trouve avec plus ou moins de chance, des fois oui, des fois non. S'il ne trouve pas tout, il fait une extension de bief et parfois, ça ne se passe pas bien. Il n'a plus de batterie, il n'a toujours pas trouvé les vannes, etc., etc., etc. Donc, c'est des choses qu'on a vues plusieurs fois. Hein. On ne les a pas vues une seule fois. Donc, une fois qu'on a tout ça et qu'on a tous ces pain points, on peut mettre en œuvre un scénario qui résout les problèmes de l'utilisateur ou qui lui apporte ce qu'on appelle des nice to have. C'est pas forcément... C'est un gain, mais ce n'est pas forcément par rapport à un pain point, c'est par rapport à quelque chose qui peut juste améliorer son confort. Par exemple, si on lui fournit une tablette au lieu d'une carte papier, il n'est pas obligé de passer par le bureau, il peut partir de chez lui. Ce n'était pas forcément une demande forte de leur part, mais c'est toujours du confort. Ils vont gagner une demi-heure de sommeil en plus, parce qu'ils n'ont pas besoin de passer au bureau, récupérer le papier imprimé du matin. Parce qu'évidemment, les missions peuvent changer dans la nuit, il peut y avoir des urgences. Donc la définition de la liste des missions de la journée, il faut la récupérer le matin même. On ne peut pas la récupérer la veille en partant. Donc, le mec, dans ce scénario-là, peut partir de chez lui. Avec sa tablette, il cherche ses vannes.
Il peut les trouver facilement ou pas, parce que la vraie vie, c'est que les vannes, des fois, sont quand même mal foutues. Dans ce cas-là, on a imaginé de la réalité augmentée, totalement délirante pour l'époque, mais pourquoi pas. Et en cas d'extension de bief, il peut quand même s'appuyer sur plusieurs outils, soit sur son ERA, soit sur la tablette. Et si la tablette n'a plus de batterie, parce que petit clin d'œil à tous ceux qui font un peu du facteur humain, il faut penser au mode nominal et au mode dégradé. Si on introduit de la technologie, il faut penser au jour où la technologie ne fonctionnera pas. Par exemple, parce qu'il y a une panne de courant. Donc, mais comme le but du projet, c'est de la continuité de service, le service est disponible sur d'autres supports et va se reconfigurer automatiquement. Donc, l'info qu'on a perdue sur la tablette, par exemple, on peut la retrouver sur l'écran GPS de la voiture. C'était l'objectif même du projet. Donc, je vais vous passer juste des petits passages de la vidéo. Donc, ça, c'est la plateforme technique sous-jacente. C'est le tisseur d'applications qui se reconfigure en temps réel. Ça, c'est le travail des universitaires qui est absolument formidable dans ce projet. Donc là, on voit un pseudo-fontanier. Donc ça, c'est un collègue. Là, on était en expérimentation. Donc, ce n'est pas un vrai fontanier. C'est pour la vidéo qu'on a fait ça. Donc, je voulais juste vous montrer ce que... donc là, il fait son repérage en physique. Donc, il n'y avait pas de... On est en 2010. Donc, les iPads, ce n'est pas du tout monnaie courante. L'iPad vient de sortir en 2010. Donc là, on a du wearable computing et des ordinateurs portables de l'époque, donc totalement expérimentaux, donc rien de très moderne, mais pour l'époque, c'était déjà absolument waouh, parce qu'avoir ce genre de cartographie en temps réel n'était absolument pas monnaie courante. Les ordinateurs ne sortaient pas forcément des bureaux à cette époque-là. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'est ce qui se passe s'il ne trouve pas sa vanne. Là, on a juste imaginé que la vanne soit sous une voiture, ce qui était un cas de figure hyper courant, parce que les vannes sont près des trottoirs, et sur les trottoirs, il y a des voitures. Donc là, dès que la personne va baisser son casque d'ERA, bricolé, bien évidemment, là, c'était tout fait maison, pas forcément très joli, mais c'est pas grave, on est en R&D. Donc, dès que la personne va activer son casque, le système va se auto-configurer dynamiquement, en disant, OK, tu étais en train de chercher des vannes, très bien, dans ton casque, je vais t'afficher la vanne numéro 2, parce que la 1, tu l'as trouvée sans problème, donc je vais t'afficher la 2 dans ton casque. Et donc là, on voit tout de suite que la vanne, elle est sous la Clio. Donc voilà. Et quand on a testé ça en vrai avec les gens, il y avait vraiment des réactions de stupéfaction et d'envie de se servir de cet outil, aussi bien de la part des profils à la Paul, donc le technophile qui a envie de se la péter un petit peu avec les collègues, que de la part des profils un peu à la Michel. Je ne vous passe pas les vidéos en question. On avait résolu d'autres pain points parce que souvent la manipulation des vannes était très complexe. On pouvait galérer pendant 10 minutes parce qu'on tournait dans le mauvais sens, par exemple. Donc, le fait de leur dire, voilà, la vanne elle est ouverte, la vanne elle est fermée, la vanne doit faire 4 tours, la vanne elle est cassée, etc. C'est des choses qui leur faisaient dire waouh, mais vraiment waouh. Donc, ça restait un projet expérimental, bien évidemment, mais je pense qu'au niveau acceptabilité, là, on a quelque chose qui, certes, physiquement était un peu encombrant, mais on restait dans le matériel disponible en 2010-2011, mais qui avait sa vraie valeur d'être, valeur ajoutée, son vrai sens, son lieu d'être, et qui peut garantir une bonne acceptabilité. Après, le changement, il faut toujours l'accompagner, il faut toujours discuter, etc. Mais une fois de plus, c'est des outils qui ne sont pas obligatoires. On ne dit pas aux personnes, à partir de demain, vous devez avoir ça sur la tête. C'est à votre discrétion. Si vous ne le voulez pas, vous continuez avec votre papier. Si vous le voulez, voilà, il est là. Et voilà, sa valeur ajoutée, elle est évidente parce qu'on a construit ça avec vous, autour de vous et de vos besoins. Donc, voilà, il y a plein de leviers, comme je viens de le dire. Il peut y en avoir même plus que ça. J'ai essayé de cacher quelques diapos pour tenir le timing, chose que je n'arrive absolument pas à faire, je suis désolée. Donc voilà, donc je suis à votre écoute si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si vous voulez souligner d'autres leviers qui vous paraissent importants, que vous utilisez dans votre pratique professionnelle. Ce n'est pas en 3 quarts d'heure webinaire que je peux tout aborder. Alors, je vais ouvrir la conversation. Alors, vous avez, comme d'habitude, dans l'ergonomie de Zoom, il y a un bouton conversation et un bouton questions-réponses. Donc, prenez ce que vous voulez. En théorie, c'est questions-réponses, mais je sais que pas mal de gens utilisent l'autre. Parce que, voilà, il faut savoir à quoi ça sert. Alors, là, j'ai quelqu'un anonyme qui me dit « Le modèle de Karapános insiste sur la dynamique temporelle de l'expérience utilisateur, de la phase initiale d'anticipation de l'expérience, jusqu'à une phase à plus long terme d'attachement émotionnel, tout à fait, où on distingue 3 phases dans l'adoption d'un produit.
On oublie trop souvent en UX cette dynamique temporelle de l'expérience. Oui, tout à fait. Alors, c'était un très bon point. J'ai failli mettre des diapos là-dessus. Je ne les ai pas mises parce que c'était déjà trop long, mais je voulais faire référence en fait au modèle de Norman que j'ai présenté sur le design émotionnel, dans lequel on parle de la première approche avec un produit ou un service, donc la réaction viscérale que l'on a au premier contact avec un produit, qui est suivie par une réaction un peu plus cognitive, où j'interagis, je me pose des questions, je teste un petit peu l'utilisabilité et la manipulabilité de l'objet en question, et qui est suivie aussi d'une phase après coup, quoi, analytique et réflexive, hein, où je reviens X temps après sur mon interaction ou sur mes interactions, mes expériences, et j'analyse a posteriori. Peut-être qu'au final, la première approche n'était pas terrible, l'utilisation n'était pas aisée, mais après coup, c'est un peu le cas par exemple, de ce que je vous ai dit sur le paiement sans contact. Après coup, on commence à saisir l'intérêt de ce service ou de ce produit. On se dit, ouais, mais finalement, ça me rend bien service, c'est quand même pas mal, quoi. Ou inversement, on peut avoir une première approche qui est waouh, parce que c'est beau, parce que c'est moderne, parce que ça nous donne envie. Mais après, à l'usage, au final, ça ne nous apporte rien, quoi. Donc oui, effectivement, la dimension temporelle est très importante. Merci de le souligner. Je n'ai pas osé mettre des diapos là-dessus, tout simplement parce que c'était déjà assez chargé. Mais merci d'en parler. Alors, je regarde s'il y a d'autres remarques. À nous, concepteurs, d'être conscients de cette temporalité, oui. Alors, Chris qui parle de coûts de maintenance. Je suppose que c'est par rapport au fait d'avoir deux systèmes qui tournent en parallèle. Oui, tout à fait. Ça a des coûts de maintenance qui peuvent être très importants. Mais est-ce qu'il vaut mieux dépenser plus pour améliorer l'acceptabilité ou est-ce qu'il vaut mieux imposer les choses en sachant que, voilà, surtout dans des milieux justement un peu durs comme l'industrie, des milieux dans lesquels les syndicats ont un fort pouvoir, on a tout vu. On a vu du boycott, on a vu du sabotage, on a vu des gens qui cachent la doc des nouveaux produits pour éviter que les gens se les approprient, on a vu des grèves. Voilà, si on en arrive à ce genre de refus et de conflit, carrément, avec la direction, qui peuvent prendre des semaines, voire des mois à être résolus, est-ce que ça ne va pas nous coûter plus cher qu'une double maintenance et un accompagnement au changement qui prend du temps et qui a un coût financier, mais qui peut-être va améliorer cette chose-là. Donc, j'en reviens au premier webinaire, hein, désolé de faire des liens inter-webinaires, mais tout est un peu interconnecté, qui est la problématique du retour sur investissement. Si on a bien travaillé sur notre population cible, si on sait qu'il va vraiment y avoir des réticences au changement, qu'il y a des freins importants à dépasser, parce que notre population cible n'est pas technophile du tout, parce qu'il y a des habitudes très ancrées auxquelles on sait qu'ils ne vont pas vouloir renoncer, etc., etc., ça vaut le coup d'investir là-dedans pour améliorer l'acceptabilité. Donc, c'est coût-bénéfice. Donc, il faut faire un petit calcul et voir si ça vaut la peine, mais moi, je pense que souvent, ça peut valoir la peine. Alors, je prends encore une ou deux questions, après on arrête, je vous promets. Dans le cas de produits complexes qui sont remplacés pour être modernisés, il arrive souvent d'avoir une perte de fonctionnalité dans les premières versions. Par exemple, la première version du nouveau produit est moins complète fonctionnellement que le produit à remplacer. Comment traiter ce point qui amène beaucoup de réticence? Merci Benoît pour cette question. Effectivement, moi, ça me fait penser à la problématique du MVP, donc du Minimum Viable Product. Certes, on ne peut pas forcément tout de suite déployer toutes les fonctionnalités, je suis d'accord, il faut y aller par palier, mais une fois de plus, ces paliers, il ne faut pas les rater. Parce que si on a l'impression que le produit est pas simple, mais simpliste, forcément, on va se dire, mais c'était mieux avant. Là, je ne peux pas tout faire, ça ne m'intéresse pas, ça ne répond pas à mes besoins. Désolé, moi, je reviens toujours au pain point. Si dans le nouveau produit, je ne retrouve pas des choses qui résolvent mes problèmes, et mes problèmes, ça peut être juste faire correctement mon boulot, hein, donc les fonctions clés que j'utilise tous les jours, les champs de données qui me paraissent fondamentaux, là, on a tout raté. Donc, un déploiement progressif, oui, c'est nécessaire d'un point de vue économique parfois, et même d'un point de vue technique, et même d'un point de vue usage, hein, parce que ça peut être utilisé justement pour piloter l'acceptabilité. On y va petit à petit, on ne met pas tout de suite tout. Mais le choix de qu'est-ce qu'on va mettre en avant, lui, il doit être bien réfléchi et c'est sur ce genre de choses-là qu'il faut vraiment associer les utilisateurs. Il y a tout un tas de techniques, hein, de recueil de données, de priorisation des fonctionnalités qui peuvent venir en aide aux UX designers et aux ergonomes pour identifier les nice to have, les must to have et les fonctionnalités qu'il faut vraiment qu'ils soient présentes. Parce que si on se rate à ce niveau-là, forcément, il
faut pas rater la première impression. La première impression, c'est d'un produit un peu bâclé, pour des tas de raisons, y compris le fait de manque de fonctions clés. On aura un mal de chien à dire oui, bah maintenant on vous a écouté, on a corrigé le tir. C'est toujours beaucoup plus difficile. Je lis la dernière remarque. Pouvez-vous donner des noms de questionnaires d'acceptabilité? J'ai parlé notamment du TAM. Il y a une slide là-dessus. Il existe en plusieurs versions. Il y a le TAM 2, le TAM 3. Il y a d'autres outils qui existent. Alors, il y a je ne sais pas s'il est connecté, mais il y a un ergonome de la SNCF qui m'a partagé des études très intéressantes avec d'autres questionnaires de mesure qui existent. Donc, il y a pas mal de choses dans la littérature. Vous pouvez retrouver ça sur Internet. Je peux vous passer des liens en privé si vous le souhaitez. Le TAM, il est pas mal, surtout qu'il est très répandu. Donc, c'est un outil assez bien connu, assez standardisé, qui fonctionne assez bien, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir d'autres outils sur le marché. Je pense qu'il y a encore un petit peu de gain en maturité à avoir dans ce sens-là. Mais voilà, vous cherchez TAM et vous trouverez ça sans trop de difficultés. Il y a pas mal de littérature à votre disposition sur le sujet. Voilà, je m'arrête là parce qu'il est 11 heures. Donc, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière rencontre qui va parler d'évocation par le dessin. Et on verra si ça vaudra le coup de faire d'autres webinaires par la suite. Merci encore à tous d'être restés aussi nombreux jusqu'à 11 heures. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.